Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Les chroniqueurs de la deuxième heure. Bonsoir Gabrielle Cluzel. Bonsoir Pierre. Merci d'être avec nous, éditorialiste, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire et auteur de l'ouvrage Yes Kids, dont on a déjà parlé ici même aux éditions Fayard. Bonsoir à vous Philippe Guibert. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique. Et avec nous le constitutionnaliste et politologue Benjamin Morel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a besoin de vos lumières. Quand Marine Le Pen, à l'instant, puisque c'est tout frais, et elle continue d'ailleurs à être l'invitée de Gilles Boulot aux 20h de TF1, dit que c'est une décision politique contraire à l'état de droit qui a été violé. Est-ce que vous êtes en phase avec ces déclarations ? Alors, c'est pas contraire à l'état de droit puisque c'est une décision qui a été prononcée par un juge qui fait application de la loi et du droit. En revanche, de la loi Sapin 2. De la loi Sapin 2 et du fait que cette loi ouvre la voie à de l'éligibilité à titre provisoire dès le moment où c'est une peine complémentaire. Donc, en l'occurrence, la loi est là et le juge est bien compétent pour l'appliquer. Ça n'empêche que c'est une décision extrêmement dure et c'est une décision qui est relativement étonnante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait eu deux décisions préalables. Une décision de la Cour de cassation le 18 décembre qui disait l'éligibilité à titre provisoire, il faut que ça existe. Parce que si j'ai un maire qui détourne des fonds depuis des années et qui décide de continuer à les détourner et que la seule façon d'arrêter cette infraction qui pourrait être perpétuée ou qui pourrait être réitérée entre le moment où il est jugé là et une condamnation définitive, après un appel ou une cassation, ça se justifie. Qu'a dit le Conseil constitutionnel vendredi dernier ? Il a dit, l'éligibilité à titre provisoire, ça peut exister, mais attention, il faut que ce soit proportionné. En d'autres termes, entre le risque potentiel d'une récidive à court terme, avant un jugement final, et de l'autre, le droit à l'éligibilité et le droit de l'électeur à faire un choix lors d'une élection, eh bien, il faut que la balance soit à peu près pesée. Là, que dit le juge d'une certaine façon ? Il dit le risque que Marine Le Pen, élue, eh bien, pratique une politique de détournement de fonds à grande échelle est plus probable et problématique que le fait de priver ses électeurs demain du choix de mettre un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. C'est une proportionnalité que, objectivement, on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas considéré comme étant tout à fait évidente. Le contrôle de proportionnalité, il est nécessairement subjectif. Le droit, c'est pas des maths, c'est pas A plus B égale C. Ouais. Et donc, à partir de là, je connais pas le fond du dossier, j'ai pas travaillé comme le juge le fond de ce dossier, et donc je me prononcerai pas en disant c'est un choix, blabla. Néanmoins, il faut constater que, eu égard aux éléments qu'on avait, c'est quelque chose sur lequel on n'aurait pas vraiment parié. C'est-à-dire que là, vous parlez du quantum de la peine, c'est-à-dire qu'on a de l'éligibilité vraiment à titre provisoire. En gros, il y a, oui, je comprends. Il y a un arsenal qui est prévu par la loi. Il y a une loi qui est décidée par les législateurs et donc par l'émanation de la démocratie représentative et donc par les électeurs d'une certaine manière. Donc j'ai beaucoup entendu, c'est le gouvernement des juges. Et j'ai beaucoup entendu également, parce qu'on a beaucoup entendu de choses aujourd'hui très différentes et j'allais dire même contradictoires. En fait, c'est la faute du législateur et par définition, c'est aussi un trou dans la raquette de la démocratie représentative. Est-ce que cette loi Sapin 2 est trop, sous l'arsenal de la loi Sapin 2 est trop dotée vis-à-vis des situations actuelles ? Alors, peut-être, mais ce qu'il faut entendre tout de même, c'est que le juge n'applique pas directement la loi Sapin 2. La magistrate le dit, elle applique les peines d'éligibilité telles qu'elles existent nonobstant la loi Sapin 2 parce qu'elle considère que, en la matière, ce qui a été fait par Marine Le Pen mérite quoi qu'il arrive l'éligibilité, ça date pas de la loi Sapin 2, l'éligibilité, et que qui plus est, le risque de récidive étant, selon elle, importante, eh bien, il faut pouvoir appliquer ici l'inéligibilité. Mais ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire que on a des politiques qui, depuis des années, disent on va laver plus blanc que blanc, on va faire des lois de moralisation, c'est bien s'appeler à l'opinion. Mais en même temps... Et puis il y a eu le cas Cahuzac qui a quand même conduit à cette loi qu'on connaît et dont on parle. Mais une fois que les peines sont prononcées, on dit c'est la faute du juge. Non, c'est la faute du juge, mais qui est-ce qui a voté les lois ? Et donc demain, si les politiques qui aujourd'hui critiquent cette décision de justice, encore une fois, on peut en discuter, on peut faire mon topo sur l'état de droit, on peut critiquer une décision de justice, il faut arrêter avec ça, il y a des décisions de justice qui peuvent être considérées comme étant mauvaises, la preuve, la justice est organisée pour les gérer, c'est pour ça qu'on a fait des appels et la cassation. L'appel et la cassation. Exactement. Voilà. En revanche, ce qui pose problème, c'est de dire l'ensemble du système est verrouillé. Et donc, en d'autres termes, c'est pas un juge, une décision, c'est l'ensemble de la justice qu'on remet en cause, et c'est de refuser d'appliquer les décisions de justice. Ça, c'est une vraie remise en cause de l'état de droit. On en est peut-être pas loin. Et quoi qu'il arrive, en l'occurrence, on peut critiquer cette décision de justice, mais quand on est cohérent en tant que politique, plutôt que de dire c'est la faute du méchant juge, on dit
c'est peut-être la faute à la loi, et donc on va la changer. Mais ça demande un vrai courage politique, parce que aller devant vos électeurs, dire que les élus n'ont pas à être condamnés à l'éligibilité à tort et à travers, ça implique que vous dites que le politique mérite, en l'occurrence, une forme, si ce n'est de passe-droit, en tout cas, de loi moins sévère. Et ça, politiquement, c'est pas facile à porter. Philippe Guibert. Benjamin Morel, j'entends tout ce que vous dites, mais tout de même, le fait d'utiliser l'exécution provisoire, qu'aucun juriste n'avait trouvé justifié avant ce matin dans toutes les tribunes, interviews qui ont été publiées. Est-ce que là, ce n'est pas simplement la loi, le législateur qui est en cause, mais bien la décision, l'interprétation très personnelle d'une présidente de tribunal, Madame de Percy, qui a décidé pour pas la citer, dans une affaire aussi sensible, puisqu'on parle d'une affaire sensible, les juges rendent leur décision au nom du peuple français, et ils ont quand même en tête la situation politique. On leur demande pas de tenir compte uniquement d'un calendrier, mais enfin quand même. Est-ce que cette exécution provisoire qui bloque Marine Le Pen, qui la laisse dans une situation extrêmement complexe, il n'y a pas là une interprétation très abusive de la part des juges? Benjamin Morel. Alors, je le répète, mais un contrôle de proportionnalité, en l'occurrence, il s'agit de ça, c'est-à-dire entre le risque... La peine avec inéligibilité provisoire, il ne faut pas la mésinterpréter. L'objectif, c'est pas de punir. L'objectif de cette peine-là, non, je parle du principe. L'objectif de cette peine-là, c'est d'éviter que, entre le prononcé de la peine et la condamnation définitive, il y ait un prévenu, présumé innocent, qui puisse commettre des actes qui seraient nuisibles à la société ou qui lui permettraient de se soustraire à une condamnation postérieure. Et dans ce cadre-là, il y a une subjectivité. Je vous rejoins, et vous l'avez dit, c'est-à-dire que la plupart des juristes ne pariaient clairement pas sur l'application d'une peine avec inéligibilité provisoire, surtout à la suite, encore une fois, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. Donc c'est une interprétation. Marine Le Pen, tout à l'heure, devant le présentateur de TF1, Gilles Boulot, a dit que la peine de l'exécution provisoire, elle ne s'applique que pour des personnes qui ont un mandat encore en cours. Donc ça supposerait que Marine Le Pen serait encore députée européenne. Est-ce que c'est vrai ça, ou est-ce que c'est un argument qu'on peut contester? Non, c'est quand même un argument qu'on peut contester tout bêtement parce que le mandat n'est pas forcément le mandat de parlementaires européens. Et donc, ce qui est reproché à Marine Le Pen, c'est pas d'avoir détourné les fonds particuliers du Parlement européen. Enfin, c'est ce qui lui est reproché. C'est ce que craint le juge. Mais ce que craint le juge, c'est qu'il puisse y avoir d'autres fonds qui seraient potentiellement demain détournés alors qu'elle serait élue. Clairement. Élue, du coup, présidente de la République. Président de la République, parce que députée, elle le demeure. Oui. Néanmoins. Oui, mais c'est ça qui est incohérent. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on enlève tout, pardonnez-moi. Mais si vous voulez, il y a deux questions qui, moi, me sont posées en tant que juriste. La première, c'est est-ce que le contrôle de proportionnalité est discutable? En partie, parce que aujourd'hui, est-ce que vraiment Marine Le Pen a l'intention, d'ici à son jugement définitif, de détourner à nouveau des fonds européens pour abreuver son parti? A priori, elle n'y a pas intérêt. De l'autre côté, surtout, elle n'a pas accès puisqu'elle est de l'autre côté, elle est financée maintenant par. Oui, bien sûr. Et de l'autre côté, dès lors que vous dites, cette personne va potentiellement détourner des fonds si elle est élue et donc on l'empêche d'être élue, ça veut dire que vous considérez que elle est quand même présumée coupable. Or, en l'occurrence, la présomption d'innocence fait que, normalement, elle n'est pas présumée coupable jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive, si elle fait appel, lui établisse définitivement sa culpabilité. Donc là, en effet, encore une fois, je ne veux pas juger parce que je ne connais pas le fond du dossier comme le juge. Mais objectivement, c'est une décision étonnante. Là, c'est pas le dossier. Est-ce que c'est un mandat en cours ou est-ce que c'est pas un mandat en cours? Vous venez de répondre. Gabrielle Cluzel. Oui, moi je suis frappée de voir que pour juger du bien fondé de cette exécution, moi pardonnez-moi de parler comme un Français ordinaire, mais d'exécution immédiate, parce que pour les Français, exécution provisoire, on voit pas très bien à quoi ça correspond, même si c'est sans doute l'expression consacrée. Voilà, exactement. Cette exécution immédiate, on est obligé de convoquer un aéropage dont vous faites partie, de constitutionnalistes pour comprendre. Ah oui, mais dites tout de suite qu'il n'est pas bienvenu dans mon émission, Gabrielle. Il est tout à fait bienvenu, au contraire. C'est que ces manières. Non, je suis ravie, j'apprends beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut. On sent bien qu'il faut un collège d'experts. Bon, nous sommes de vieux amis, donc je suis ravie de le voir. Il faut un collège d'experts pour savoir si c'est justifié. En l'occurrence, moi, c'est vrai que je comprends rien, parce que je me dis, matériellement, de toute façon, elle est plus élue, donc elle peut plus refaire ce qu'elle a fait. Mais donc, on met ça en balance, ce machin sur lequel on ratiocine, vous voyez, et puis
des millions d'électeurs, enfin il faut quand même le dire, qui vont être privés de leur candidat. Il faut quand même se rappeler qu'aux dernières élections législatives et aux européennes, on s'est dit waouh, on sait pas pourquoi il y a une participation avant, 6 mois avant, on était prêt à leur donner des goodies pour aller voter et à faire des votes par correspondance. Mais peut-être parce qu'il y avait une espérance qui s'est élevée. On n'a pas peur le triumvirat de juges là qui ont décidé cela. Moi, je trouve que c'est une responsabilité immense. Et que pèse-t-il à côté de ces millions d'électeurs au vu des faits qui paraissent... Pardon, moi je sais bien, je suis d'accord, la loi c'est la loi, mais et d'ailleurs vous le dites, les députés font la loi, mais si les juges n'avaient pas leur subjectivité propre, eh ben on mettrait comme des caisses enregistreuses, des distributeurs de sanctions. Il y a bien une subjectivité du juge. Et c'est vrai que ça a quelque chose de profondément choquant ce soir. Bien sûr qu'il y a une subjectivité du juge. Et cette subjectivité, encore une fois, moi, je ne suis pas dans la tête du juge et vous ne me ferez pas dire ce soir que le juge a pris une décision politique parce que, pas que je le nie ou que je l'approuve, simplement, je n'en sais rien. Le dossier est extrêmement épais. Faisceau de présomption. Il y a, en revanche, et ça, je peux vous l'assurer, il y a une subjectivité des juges. Bien sûr. Parce qu'encore une fois, le droit, c'est la libre interprétation des juges. Et le droit, c'est pour ça qu'aucune IA ne remplacera jamais un juge. Il y a un fait humain dans la justice. Et aucune IA ne remplacera beaucoup d'autres métiers aussi. Évidemment, évidemment. N'ayez pas peur de l'autre côté du poste de radio. Mais malgré tout, en la matière, la justice, c'est quelque chose de fondamentalement subjectif et humain. Oui, mais vous appréciez les conséquences. Donc, quand les députés de la France Insoumise, qui toute la journée aujourd'hui ont dit Duralex, c'est de l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi, en fait, oui et non, c'est-à-dire que oui, il y a une loi, mais il y a aussi la libre interprétation du juge. Il y a une interprétation du juge qui ici, je le répète, a fait un contrôle de proportionnalité, a jugé que les chances que Marine Le Pen récidive étaient plus importantes que le droit de Marine Le Pen à se présenter et à ses électeurs, et je vous rejoins, de voter pour elle. Est-ce que ce contrôle de proportionnalité, on peut le discuter? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut le critiquer? La réponse est oui. N'empêche que derrière, il y a un raisonnement juridique qui est celui du juge et qui, en l'occurrence, état de droit faisant, s'applique. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup, pardon de vous pousser, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'hypocrisie dans cette histoire de risque de récidive? Tout le monde a compris de quoi était faite cette affaire, c'est un problème de financement des partis. En France, le financement des partis se fait en fonction de votre nombre de députés. Je simplifie à outrance, mais en gros c'est ça. Et donc Marine Le Pen, dès lors qu'elle a depuis 2022 90 députés, puis en 2024 123 députés, elle a une dotation publique qui lui permet de financer son parti. Le problème qu'elle a rencontré, comme le MoDem, comme LFI à une époque, c'est qu'elle n'avait pas assez de députés pour avoir une dotation publique, d'où le système qu'elle a mis en place. C'est ça le fond du sujet. Et donc il y a une hypocrisie à dire qu'il y a un risque de récidive, alors que désormais elle est financée par dotation publique. D'où le fait qu'on ne pariait absolument pas sur ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on faisait, je dirais, de manière très amateur, chacun dans son coin et sa cuisine, le contrôle de proportionnalité, on se disait ça va pas tomber de ce côté-là. Donc je vous rejoins. Après, je pense qu'il y a une erreur fondamentale de Marine Le Pen dans ce procès, qui est le fait d'avoir dit, en gros, je ne regrette rien. Et qui dit je ne regrette rien, qui dit nous avons eu raison, dit demain je pourrais recommencer. Et là-dessus, quoi qu'on pense encore une fois du tréfonds de ce qu'a fait le juge, etc., ça donne du grain à moudre à ceux qui disent si jamais elle ne regrette rien, elle peut refaire. Refaire quoi? Parce qu'elle a encore dit tout à l'heure devant Gilles Boulot sur TF1 que justement elle n'avait rien à se reprocher et les prévenus n'avaient rien à se reprocher dans ce dossier. Donc c'est peut-être dans ce sens-là qu'elle ne regrettait pas, et on en parle dans un instant, mon cher Benjamin Morel, parce qu'on parlera aussi de la grâce présidentielle. C'est une hypothèse qui a été avancée par Henri Guénaud.